Il faut commencer pour trouver une motivation. Il faut créer quelque chose pour se sentir légitime. Si j'avais attendu pour être créatif, de savoir qui je suis ou ce qui me motive, eh bien, je serais encore là à me décortiquer au lieu de mettre des choses au monde. Selon mon expérience, c'est dans la création et le travail que l'on découvre qui l'on est. Vous êtes prêts. Commencez à faire des trucs. Vous avez sans doute peur de vous lancer, et c'est normal. Les personnes instruites souffrent d'un mal très réel et très répandu, le syndrome de l'imposteur. D'un point de vue clinique, ce syndrome est un phénomène psychologique qui pousse certaines personnes à nier la propriété de leurs accomplissements personnels. Autrement dit, vous avez l'impression d'être un charlatan, d'improviser, de ne pas vraiment savoir ce que vous faites. Figurez-vous qu'aucun de nous ne sait ce qu'il fait. Posez la question à n'importe quel créateur et il vous dira l'exacte vérité. Il ignore d'où ça vient. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il s'attelle à la tâche chaque jour. Austin Kleon, c'est une citation de Still Like an Artist, son livre phare sur la créativité. Bienvenue tout le monde. Est-ce que ce serait pas le grand retour de Jus de cerveau ? J'ai l'impression que oui. Et pourquoi j'ai décidé de commencer par cette citation ? C'est que ça décrit exactement ce que j'essaye de faire et ce que j'essaye d'inspirer les gens qui m'écoutent et qui travaillent avec moi à faire. C'est d'être créatif, de se lancer, même si on n'est pas prêt, même si on a l'impression de ne pas savoir ce qu'on fait. Et c'est exactement le sentiment que je ressens avec ce podcast. D'autant plus que de l'avoir arrêté depuis plus de 2 mois rend la tâche de revenir extrêmement difficile. Parce que si ça fait 2 mois que c'est le silence radio, ça fait pas 2 mois que je me suis pas posé à mon bureau avec mon micro, avec mon outil d'enregistrement et ma souris au-dessus du bouton enregistrer. J'ai essayé de revenir plusieurs fois, mais ça coinçait. Je me disais que j'étais pas prêt, que c'était pas assez bien, que c'était pas le bon moment, que j'avais rien à raconter. Et j'ai l'impression que tout ce que je racontais, c'était des histoires à moi-même. Donc me revoilà aujourd'hui pour cet épisode qui va permettre de faire le point sur les avancées de mon projet, sur ce qui nous attend pour la suite et sur quelques méditations entrepreneuriales que je vous ai préparées. Il va y avoir quelques gorgées de jus de cerveau, comme j'aime les appeler. Je ne sais pas encore combien, je pense entre 4 et 6. On verra le temps qu'on a ensemble. Mais en tout cas, c'est un vrai plaisir de vous retrouver et c'est un plaisir de me remettre en fait dans cet exercice de podcast parce que j'ai fait un pari récemment, c'est que quand on traverse des périodes difficiles, notamment au niveau professionnel, eh bien c'est pas sur le professionnel qu'il faut s'atteler, c'est pas sur le professionnel qu'il faut essayer de résoudre les problèmes, c'est sur le perso. Et moi le pari que je fais depuis une semaine et juste pour la suite, c'est d'améliorer mes habitudes personnelles pour me permettre d'améliorer mes performances entrepreneuriales. Et comment je vais faire ça ? En mettant en place une activité physique quotidienne, aussi petite soit-elle, en lisant quotidiennement, en essayant de manger équilibré au moins 5 à 6 jours sur 7, et en réduisant le sucre. Alors ça, je vous le dis, c'est ultra dur. J'ai l'impression d'être en sevrage, mais c'est comme ça. Et je pense que si j'arrive à tenir ce tunnel-là pendant la première semaine, le reste sera naturellement plus simple. Pourquoi le podcast, je le mets en parallèle avec ces routines-là ? C'est que le podcast, en fait, c'est exactement comme une activité physique, sauf que c'est une activité psychique, c'est une activité intellectuelle. Au lieu de me poser par terre et de faire un exercice difficile, je m'assois, je mets face à un micro et j'essaye de partager mes pensées de la manière à la fois la plus claire et structurée possible, mais aussi de la façon la plus naturelle et authentique possible, parce que c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Là, tout ce que je vous raconte, c'est globalement non scripté, mais je sais que c'est ce dont j'ai envie de vous parler et comment j'ai envie d'introduire ce podcast. Avant de poursuivre et de vous donner plus de détails sur l'avancée de mon projet, on va faire une introduction en bonne et due forme. Comme tout podcast, et surtout s'il y en a certains d'entre vous qui viennent d'arriver et qui découvrent le podcast avec cet épisode, vous risquez de vous dire qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien moi c'est Mika, j'ai un TDAH, mais j'ai aussi et surtout fondé un accompagnement qui s'appelle Hyperfocus et qui aide les personnes avec un TDAH à arrêter de procrastiner pour avancer sur leurs projets.
Comment ça se passe concrètement ? C'est grâce à de la formation et de l'apprentissage de compétences sur la gestion du temps et la gestion des tâches, et des astuces entrepreneuriales sur comment vivre en tant qu'indépendant, parce que la plupart de mes clients se révèlent être des personnes qui travaillent à leur compte, en grande majorité. Et justement, cette présentation-là, eh bien, c'est un peu une photographie à l'instant T de ce que je fais, mais c'est pas forcément représentatif de ce que j'aimerais faire avec cet accompagnement. Et donc, ça me fait une bonne transition par rapport à mes réflexions. Et ensuite, une fois avoir fait ce petit état des lieux, on enchaînera sur mes méditations entrepreneuriales et vous aurez un petit peu des insights, des idées, des concepts qui vont vous permettre d'avancer vous-même dans vos propres réflexions. Il y a aussi quelque chose que je fais dans ce podcast, qui est la documentation de mon chiffre d'affaires mensuel, mais là, vu que ça fait plusieurs mois que j'ai arrêté de faire le podcast, je vais vous faire une update depuis mai sur comment ça s'est passé. D'ailleurs, je ne sais même pas si mes chiffres de juillet sont à jour, mais on découvrira ça ensemble tout à l'heure. Il y a aussi pas mal de spontanéité et d'imprévus dans ce podcast. J'en reviens donc à mon accompagnement. Comment est-ce qu'il se profile pour la suite ? Comment il va évoluer ? Moi, ça fait plus d'1 an maintenant que j'accompagne des personnes TDAH. Et ça fait plus de 2 ans, à faire presque 2 ans, que j'ai moi-même été diagnostiqué. Mais ça fait des années, une dizaine d'années que je suis à la recherche de solutions pour comprendre ma singularité et mes problématiques. En fait, mon accompagnement à la base, il s'axe vraiment sur l'aspect organisation personnelle, productivité. Tout simplement parce que c'est plus une casquette de consultant et de formateur que j'assume, plutôt qu'une casquette de coach à part entière. Et même si parfois dans des contenus ou même dans des épisodes de podcast précédents, j'ai pu parler de coaching ou de coach ou de posture de coach, moi-même, j'ai du mal à me définir comme coach. Pourquoi ? Parce que le coaching, c'est déjà quelque chose qui est plus ou moins cadré et défini de manière assez unanime internationalement. Et c'est aussi que dans mes accompagnements, j'ai pu remarquer que autant je peux donner des tips au niveau des astuces de productivité qui fonctionnent très bien, autant quand je fais face à des blocages, à des croyances limitantes, à des schémas émotionnels ou à des schémas dysfonctionnels, j'ai du mal à démêler ça parce que j'ai tout simplement pas les outils pour le faire. J'ai les compétences pour apprendre l'orga perso, pour mettre en place des choses qui vont avoir un impact, mais il me manque cette brique de coaching pur, qui complète d'ailleurs et qui se recoupe sur certains points avec la thérapie. Moi, c'est vraiment pas mon cas et je me prétends ni coach et encore moins thérapeute. Ça, c'est vraiment très important et c'est toujours très clair et très cadré. Avant de commencer un accompagnement avec toute personne, je m'assure que c'est bien de moi dont elle a besoin et pas d'un thérapeute ou d'un professionnel de santé. Ça, c'est une chose. Mais du coup, comment je peux faire quand il y a ces blocages et que moi je les identifie, que je sais que ça pourrait se résoudre, mais que j'ai juste pas le savoir-faire pour le résoudre ? Eh bien, je collabore avec un autre coach, vers qui j'emmène la personne. Sauf que c'est pas processé dans une offre donnée, dans une offre qui est anticipée en tant que telle. Et de plus en plus, j'intègre une coach avec qui je collabore, qui s'appelle Jennifer, que vous avez peut-être déjà croisé au détour d'un contenu LinkedIn ou d'un live que j'ai pu faire, et qui est vraiment très très efficace. Et d'autant plus efficace que non seulement elle a des grosses compétences de coaching, mais aussi des grosses connaissances en termes de TDAH, et encore plus parce que elle est elle-même concernée par le TDAH, elle-même diagnostiquée sur le tard, ce qui fait que son expérience personnelle et son rapport au TDAH est profondément incarné, profondément expérientiel, et que c'est aussi très utile pour accompagner des personnes qui traversent les mêmes épreuves, de se sentir compris, qu'il n'y ait pas de décalage entre le vécu de l'un et le vécu de l'autre. Et ça, c'est une vraie force, c'est une vraie source de confiance, et c'est vraiment quelque chose que j'essaye de développer. Et donc, comment vont se passer mes futurs accompagnements ? Moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est en fait me détacher de cet accompagnement one-one en face-à-face que je peux faire, parce qu'en fait, beaucoup de choses que je présente peuvent être faites sous forme de vidéos de formation très ciblées, très concrètes, très actionnables, pour mettre en place des changements dans son organisation personnelle, et pourquoi pas des sessions de groupe avec moi qui seront plus des cours ou des questions-réponses réguliers pour répondre aux problématiques, et pour ceux qui
Et pour ceux qui en ont besoin, aussi la possibilité de poser des questions en asynchrone pendant la semaine pour que je puisse y répondre au fur et à mesure. Mais le travail de coaching, le travail de face à face, pour moi, doit se faire avec des outils de coaching. Et donc, je veux intégrer une coach qui sera Jennifer, mais qui pourra aussi être d'autres personnes au fur et à mesure où ça se développe et en fonction des problématiques spécifiques que les personnes rencontrent, pour pouvoir proposer un accompagnement qui soit vraiment un accompagnement qui pose le standard de la prise en charge du TDAH post-diagnostic. C'est-à-dire que quand on est pris en charge par son psychiatre, qu'on a éventuellement la médicamentation qui nous aide, et qu'on a un thérapeute qui nous aide à gérer tout ce qui est nos schémas passés, notre expérience, nos éventuels traumas, ben, qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Qu'est-ce qu'on a envie de bâtir? Ben, c'est là que mon accompagnement entre en jeu, avec une vraie finalité professionnelle. C'est comment je réalise un travail au sens large qui m'épanouisse, dont je tire de la satisfaction, qui impacte positivement les autres et qui me permettent de vivre à la hauteur de mes aspirations. C'est vraiment cette réponse-là, enfin cette question-là à laquelle j'essaye d'amener une réponse. Et donc voilà la direction dans laquelle j'irai, et moi toutes mes connaissances, j'essaye d'en faire une formation, et pour ceux qui ont suivi l'épisode sur l'économie de la connaissance, vous savez que je suis critique des formations, mais je ne pense pas qu'il faille supprimer les formations. Je pense que les formations doivent venir en complément d'un accompagnement, mais ne doivent pas s'y substituer. Et donc je vais essayer de travailler là-dessus, et c'est pas forcément simple, parce que il n'y a pas de bonne manière de faire. Il n'y a pas un modèle A, un modèle B, un modèle C, et il faut choisir le bon modèle. Tous les modèles d'accompagnement ont leurs avantages et leurs inconvénients. Donc on essaie de créer un accompagnement qui soit vraiment efficace. On est vraiment dans une démarche de création où il n'y a pas de standard de qualité, où c'est difficile d'évaluer si c'est vraiment bien et où on peut toujours faire mieux. Et c'est là que le perfectionnisme peut aussi rentrer en jeu. Et toutes ces réflexions-là que j'ai depuis plusieurs mois me créent beaucoup de doutes, de divergences, partir dans une direction, partir dans une autre, pas trop savoir, et ça fait que si c'est pas clair dans ma tête, ben j'ai beaucoup de mal à me poser face à un micro et vous documenter ça, parce que moi-même je me sens pas du coup légitime à en parler, euh, je me sens pas suffisamment avancé, et j'ai pas l'impression d'avoir solutionné la chose, et j'ai du mal à parler de quelque chose quand j'ai pas solutionné. Alors il y a encore plein de choses que j'ai pas solutionnées aujourd'hui, mais je pense qu'il y a toujours des choses dont il faut trouver des solutions. Mais en tout cas, là, j'ai suffisamment avancé et suffisamment mûri dans mes réflexions pour pouvoir oser faire cet exercice. Mais dans tous les cas, on n'est jamais assez prêt, on n'est jamais assez mûr, donc c'est pas une excuse pour ne pas le faire. Ceci étant dit, bon ça va, on n'est même pas à un quart d'heure d'enregistrement. Ceci étant dit, je vais juste vous faire une petite mise à jour aussi par rapport au projet de complément alimentaire, pour ceux qui ont suivi, et ensuite on passe à mes méditations entrepreneuriales. Qui d'ailleurs serviront les entrepreneurs comme les non-entrepreneurs, mais ça, vous le saurez en écoutant jusqu'au bout. Par rapport au projet de complément, donc pour ceux qui ne sont pas au courant, en avril-mai dernier, j'ai eu cette idée de créer un complément alimentaire pour les personnes TDAH, suite à différentes rencontres que j'ai pu faire. Et étant moi-même consommateur de compléments, et déplorant l'absence d'un complément un peu tout en un et spécifiquement conçu pour les personnes avec TDAH, et les carences qu'ils peuvent avoir, je me suis mis en quête de la création d'un complément alimentaire et d'une boîte de compléments alimentaires. Donc j'ai avancé sur plein de versants, que ce soit marketing, que ce soit au niveau de la formulation, que ce soit au niveau légal en rencontrant des avocats, que ce soit au niveau entrepreneurial en rencontrant des CEO d'entreprises de compléments alimentaires qui sont en place et qui tournent. J'en suis arrivé à la conclusion que je n'allais pas créer moi-même cette marque de compléments. Parce que avoir une entreprise de compléments, quand j'ai vu les entrepreneurs qui sont dans ce domaine, c'est un job à temps plein, c'est même 4 jobs à temps plein, c'est une quantité de travail absolument délirante, c'est des enjeux logistiques, des enjeux de service client, des enjeux légaux qui sont titanesques, et que je n'ai pas forcément envie de, non seulement de vivre en termes de pression, c'est pas la manière de travailler que j'ai envie d'avoir, et c'est surtout un marché, un milieu que je maîtrise beaucoup moins bien que le marché que j'ai actuellement depuis 1 an et demi, qui est celui de l'accompagnement. C'est pas pour autant que j'abandonne le projet. C'est pas pour autant que j'abandonne le projet, parce qu'en fait j'ai décidé, en discutant du coup avec des marques, de m'adosser à une des marques avec qui j'ai discuté, pour développer en collaboration avec ma marque un complément pour les TDAH,
que je pourrais vous présenter et vous diffuser. Pour l'instant, on est encore en train de cadrer le projet et de valider tout ça, donc je vous en dirai plus par la suite. Mais en tout cas, c'est l'idée, ce ne sera pas ma marque, ce ne sera pas mon entreprise. Moi, je me focalise sur le fait de créer l'accompagnement le plus efficace possible pour aider les personnes concernées par le TDAH à développer leur activité et à vivre la vie qu'ils ont envie de vivre. Ce qui est d'ailleurs très redondant, il faut que je travaille cette phrase-là. Mais je ne serai pas une marque de complément parce que c'est des enjeux que je n'ai pas envie de vivre aujourd'hui, même si je pourrais le faire. Je n'ai pas envie de le faire et c'est important d'être clair là-dessus. Voilà pour les différentes mises à jour. Par rapport à tout ce qui est chiffre d'affaires, on fera un point à la fin de l'épisode là-dessus. Mais on va commencer tout de suite par ces méditations dont je vous ai parlé. On commence tout de suite avec une question que je me suis posée. Pourquoi est-ce que je crée du contenu ? Pourquoi est-ce que je me fais violence, là, comme là, aujourd'hui, à venir chez ma grand-mère, au calme, avec mon micro, mon ordinateur, me poser pour raconter des choses, me stresser en amont à le faire, avoir l'impression que c'est nul, et tout ça pour rien, parce que je vais diffuser l'épisode, il va rien se passer, je vais pas gagner d'argent, il va rien se passer. Mais pourquoi je le fais quand même ? Et je pense qu'une des choses que j'ai réalisées par rapport à ça, par rapport à la création de contenu, c'est que j'aime bien le fait de faire quelque chose que personne ne me force à faire, à part moi-même. Parce que je pourrais ne pas le faire et ça changerait rien fondamentalement. On l'a vu là avec les 2 mois d'arrêt qu'il y a eu. En soi, ça n'a pas changé grand-chose. J'ai continué d'avoir des personnes intéressées pour travailler avec moi, des personnes qui ont signé avec moi. J'ai continué de vivre ma vie. Rien ne s'est effondré. Personne ne m'a envoyé de message énervé en m'insultant parce que le podcast n'était pas sorti. Alors peut-être que vous l'avez pensé et je m'en excuse. Mais en tout cas, ça change rien fondamentalement que je crée pas du contenu. Alors oui, il y a une chose qui changerait si j'arrêtais tout, c'est que ce serait plus dur de trouver des clients. C'est vraiment tout, et encore, il y aurait juste à trouver d'autres façons de trouver des personnes qui veulent travailler avec moi, mais c'est pas fondamental, c'est pas quelque chose qui est nécessaire. C'est pas comme dans un travail où il y a une deadline et on peut nous tomber dessus avec des grosses conséquences si on le fait pas. Et donc c'est une manière de raisonner, une manière de produire, une manière de travailler qui est bien spécifique, et encore plus pour un cerveau TDAH qui en général marche très bien avec la carotte et le bâton, avec la dopamine et la punition. Donc pourquoi est-ce que je fais des choses que personne ne me force à faire ? C'est une vraie question, pourquoi je m'inflige ça ? Je pourrais très bien avoir un modèle de vie plus... où j'ai moins de décisions, moins de pression, moins de liberté aussi, parce que la liberté, dans un certain sens, tout le monde en veut, mais c'est aussi très vertigineux et ça nous met face à nos responsabilités. Mais moi, justement, c'est parce que longtemps dans ma vie, j'ai fait ce qu'on me faisait faire, et que j'avais du mal à être proactif, et que j'avais du mal à décider, que j'ai voulu, à la base, me lancer dans l'entrepreneuriat depuis plus de 3 ans maintenant, mais aussi créer du contenu. Parce que créer du contenu, c'est être acteur, c'est être agent de quelque chose. C'est vraiment produire, c'est vraiment sortir quelque chose de soi qui n'a aucune autre motivation, en tout cas qui est principalement drivé par une motivation intrinsèque plutôt qu'extrinsèque. Et ça change beaucoup de choses. Et être agent, être acteur, être proactif, ça nécessite aussi de s'adapter d'une certaine manière au monde. D'arriver de vouloir, enfin d'avoir l'envie de changer quelque chose, de se changer soi, de changer les autres. Et moi j'aime bien cette démarche de créer du contenu qui permet aussi d'amener du changement. C'est-à-dire que c'est un véhicule de changement pour moi-même qui, par externalité positive, est aussi un véhicule de changement pour les autres. Mais je le fais avant tout pour moi. Et le fait de vouloir le faire pour moi a ce bénéfice d'avoir un impact sur les autres. Alors que si je le faisais pour les autres, il y aurait sûrement quelque chose qu'on perdrait en route dans ce processus créatif. Et c'est vraiment une forme d'égoïsme positif en fait. L'égoïsme n'étant pas fondamentalement quelque chose de négatif, bien au contraire. Et ça c'est encore un autre concept que je pourrais développer bien longtemps. Que je note d'ailleurs parce que c'est vraiment un concept qui a été un tournant moi dans mon cheminement personnel.
Mais, euh, mais voilà. Et moi, je pense que le fait de créer du contenu, ça permet de- d'acter un changement chez soi, mais aussi de transformer quelque chose chez soi. Parce qu'en fait, on change jamais vraiment, mais on peut vraiment se transformer. Et en faisant du contenu, on apprend à clarifier une pensée, on apprend à structurer une pensée, on apprend à élargir sa zone de confort en faisant des choses qui ne sont pas forcément très agréables, mais qui sont bénéfiques. Et aussi, on se confronte au monde. On se confronte à la réalité, on se confronte à des gens comme vous qui prenez le temps d'écouter ce que je raconte et d'avoir des retours, d'avoir des informations du monde extérieur par rapport à ce qui pourrait juste être une pensée que j'ai dans ma tête mais que je ne dis pas, ben c'est aussi quelque chose qui me permet moi d'avancer, qui me permet qui me permet de prendre une nouvelle forme et qui me permet de me challenger, de progresser et de me développer. Et donc, moi, je pense que la création et la création de contenu, c'est vraiment une opportunité, surtout aujourd'hui, en 2024, d'évoluer positivement à son échelle et d'amener les gens avec nous dans nos réflexions, dans notre évolution. Et pour moi, c'est vraiment un objectif qui est très, très profond et très puissant et que tout le monde devrait avoir d'une manière ou d'une autre. Pas forcément en créant du contenu, mais il y a plein d'autres manières de faire. Mais pour moi, en tout cas, ça passe par la création de contenu et aussi par l'entrepreneuriat. Et je vais vous dire un petit peu plus tard ce que j'entends par l'entrepreneuriat, mais je voulais juste faire un point avant ça, mon deuxième point, sur le travail créatif et l'insatisfaction. Ça a été un petit peu introduit par la citation de démarrage, mais j'ai lu un autre article de Paul Graham, qui est un entrepreneur et investisseur américain qui a fondé Y Combinator, qui est le plus grand incubateur de start-up au monde, basé dans la Silicon Valley, et qui écrit régulièrement des articles de blog sur des sujets vraiment très, très généraux, presque philosophiques, qui sont vraiment très, très intéressants. Et à un moment donné, il parlait de justement cette insatisfaction dans le cadre du travail créatif. Donc je vais vous lire, je vais vous traduire en tout cas ce qu'il a dit et je vais vous dire un petit peu en quoi pour moi, ça a résonné. Pour moi, c'était un soulagement de réaliser que ça pourrait juste être ok d'être insatisfait. L'idée qu'une personne qui réussit devrait être heureuse est vieille de plusieurs milliers d'années. Si j'étais aussi bon que ça, pourquoi est-ce que j'aurais pas cette confiance facile à avoir que les gagnants sont supposés avoir? Mais ça, maintenant je le crois, c'est comme un coureur qui se demande si je suis un aussi bon athlète, pourquoi est-ce que je me sens aussi fatigué? Les bons coureurs sont aussi fatigués. Ils deviennent juste fatigués à des vitesses de plus en plus élevées. Donc ça, c'est Paul Graham qui parle de lui-même et qui se dit que même au stade où il en est, de réussite à la fois financière, de réussite, comment dire, en termes de personnage qui est connu, de réussite en termes d'inspiration, il inspire des milliers d'entrepreneurs à passer à l'action. Bah, malgré ça, il ressent toujours une insatisfaction. Il le dit à un autre endroit de l'article, ou même quand il écrit ses essais, donc ses essais écrits, c'est difficile pour lui d'écrire les phrases, de se mettre au travail, on a toujours l'impression que c'est pas assez bien, pas assez recherché. Et en fait, c'est une caractéristique du travail créatif plutôt qu'une anomalie. L'insatisfaction, c'est pas le signal que quelque chose cloche, c'est le signal au contraire qu'on fait quelque chose de bien. C'est comme au sport, il prend l'exemple des coureurs, mais c'est comme au sport si on se muscle ou si on fait des étirements ou du yoga, c'est dur, ça fait mal, ça challenge les muscles, mais c'est normal, ça va s'améliorer avec le temps, mais ce sera toujours présent parce qu'on pourra toujours se challenger davantage. Et ça, je trouve que c'est assez déculpabilisant et c'est aussi apaisant de se dire c'est juste ok. Moi, quand je fais mon podcast et que juste avant d'enregistrer, je regarde mes notes et je me dis ah c'est pas assez près, je commence à regarder des choses. C'est juste une sorte d'évitement de cette sensation de se lancer alors qu'on n'est pas prêt et que ça va nous fatiguer. C'est juste un exercice dur et c'est ok que ce soit dur. Et dans un autre paragraphe de l'article, il rajoute peut-être que si on reconnaissait qu'une quantité nécessaire de frustration est inévitable dans certains types de travail, on peut mitiger ses effets. Peut-être qu'on peut
le mettre dans une boîte et le mettre de côté, de temps en temps, plutôt que de le laisser flotter avec une sorte de tristesse ambiante de tous les jours, qui produit, au fur et à mesure, une piscine assez grande. Au moins, essayez d'éviter d'être insatisfait par rapport au fait d'être insatisfait. Et ça, je trouve que cette phrase, ce paragraphe, il est super puissant. Parce qu'une fois qu'on accepte que la frustration, que les difficultés font partie de ce travail créatif, et quand je dis travail créatif, ça peut aussi être un travail de résolution de problèmes, dans le cadre de management ou dans une mission freelance. Enfin, c'est vrai, la créativité, c'est quelque chose qui se déploie dans une multitude de domaines. Mais quand on accepte cette frustration, on peut se dire, ok, bon là, la frustration, on la prend, on la met de côté, on s'en fiche, là, je suis en train de me mettre au travail, et on produit. Alors que si on laisse toujours cette frustration en tâche de fond, eh ben ça va contaminer un petit peu toutes nos journées, toutes nos semaines, en ayant vraiment cette sorte d'ambiance d'insatisfaction, de perfectionnisme, de syndrome de l'imposteur qui vraiment pose problème. Et quand à la fin il nous dit que le but c'est d'éviter d'être insatisfait par rapport au fait d'être insatisfait, je pense que la clé est là. C'est que quand on ressent de l'insatisfaction, moi mon premier réflexe, je suis le premier à tomber là-dedans, c'est je ressens de l'insatisfaction, donc je suis pas aligné, donc il y a un truc qu'il faut changer, donc il faut remettre en question, donc il faut se poser et réfléchir et changer quelque chose. Alors que non, l'insatisfaction, ça fait partie du jeu, et puis ça va passer, et on fait ce qu'on a à faire parce qu'on sait que ce qu'on a à faire, c'est la bonne chose à faire. Je sais que la bonne chose à faire pour moi, c'est créer des contenus, c'est rédiger ma newsletter, c'est faire ce podcast, c'est faire mes contenus sur LinkedIn. Et tant que je fais ce que j'ai à faire et que je commence pas à me dire mais oui, mais c'est un format qui me convient pas, mais je pourrais faire mieux, comment je pourrais faire mieux, et qu'en fait j'arrête de faire, c'est juste une excuse pour passer dans l'inaction. Donc évitez, les amis, d'être insatisfait par rapport au fait d'être insatisfait, soyez juste insatisfait, prenez-en conscience, gérez-le, mettez-le de côté et faites ce que vous avez à faire, et ça va vous permettre d'avancer en acceptant ça. Parce que vous êtes des athlètes à votre échelle. On veut tous devenir meilleurs. Si vous écoutez ce podcast, c'est parce que vous voulez de l'inspiration pour débloquer des situations. Si vous vouliez rester dans votre situation et rien changer, vous n'auriez pas ces réflexions-là. Donc acceptez cette insatisfaction inhérente au travail créatif. Le point suivant, pourquoi je parle d'entrepreneuriat ? Pour moi, l'entrepreneuriat, tel que je l'envisage aujourd'hui, c'est l'intersection de 3 choses, c'est l'intersection de 3 intentions. 1, créer. 2, être utile. 3, systématiser. L'entrepreneuriat, c'est une démarche créative. C'est fondamentalement une démarche d'innovation. On veut proposer quelque chose qui est différent, qui n'existe pas, par le fait même que l'idée provienne de nous. Et que nous, qui on est, c'est juste fondamentalement unique et personne n'aura le même ensemble d'expériences, de sensations qu'il a eues dans sa vie, d'envie, de caractéristiques, de traits de personnalité qui font qui il est et qui fondent sa manière de percevoir un problème et sa solution dans le monde. Ils fondent même sa perception du monde tout court. Donc cette démarche créative, elle est au cœur de la démarche entrepreneuriale. On veut apporter quelque chose qui n'existe pas. On veut prendre quelque chose qui existe, mais faire mieux. Et ça rejoint cet aspect créatif. C'est pour ça que j'ai commencé ces méditations entrepreneuriales autour du concept de créativité, parce que pour moi, c'est une caractéristique de l'entrepreneuriat. Mais ce n'est pas la seule caractéristique de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est aussi vouloir être utile. C'est vouloir mettre à profit des connaissances pour une utilisation concrète dans le monde. Pour optimiser l'utilisation d'une ressource, pour apporter du mieux, pour favoriser la créativité chez les autres, mais dans tous les cas, il y a une démarche d'utilité, ça répond à un besoin, ça répond à un problème que d'autres êtres humains rencontrent. D'ailleurs, souvent, ce qui est marrant, c'est qu'il y a une intersection entre le problème que les personnes qu'on veut aider rencontrent et des problèmes qu'on a soi-même rencontrés et essayé de résoudre. Moi, ça a été mon paradigme de base entrepreneurial, c'était mon postulat de base, qui était d'essayer de résoudre
un problème pour les autres que j'avais moi-même réussi à résoudre en amont. Il n'y a rien de mieux déjà pour se sentir d'une certaine manière légitime à le faire. Si j'ai fait ce travail pour moi, j'ai déjà réussi à avoir des résultats, donc j'ai un certain niveau d'expérience qui fait qu'une personne qui a une expérience moindre que moi aurait raison de vouloir travailler avec moi. Mais ces deux éléments-là, ça ne suffit pas pour parler d'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est aussi et surtout une volonté de systématiser les choses, de processer les choses, d'optimiser la quantité de ressources qui est utilisée pour produire un produit ou un service donné. Moi, par exemple, dans mes accompagnements, là, je suis vraiment dans cette démarche de systématisation. Qu'est-ce qui se passe en amont pour que quelqu'un ait envie de travailler avec moi? Quand je suis en contact avec une personne qui veut travailler avec moi, comment se passe le processus de vente? Une fois que la signature est établie, qu'est-ce que c'est le processus? On envoie un mail, on récupère le paiement, on envoie un formulaire à remplir qui permet d'avoir accès à un calendrier pour réserver son call de kick-off, et ainsi de suite. Le but, c'est de systématiser ça pour que soi-même, en tant qu'entrepreneur, on ait moins besoin de délivrer le produit et qu'on puisse se focaliser sur ce qu'on fait bien et ce qui nous plaît le plus. Donc cette volonté de systématiser est importante. Et tout ça, créer, être utile et systématiser, ça passe par une compétence clé qui est simple à dire mais difficile à faire. Et difficile, je suis sûr, même pour vous dans certains cas, c'est de décider. Entreprendre, c'est décider. Et décider dans un contexte qui est fondamentalement compliqué parce que c'est décider dans un contexte où toutes les informations ne sont pas en notre possession. Il y a une certaine quantité d'inconnus, de données inconnues qu'on a face à nous, une certaine quantité de données connues, et en ayant ces deux choses-là, on doit prendre une décision par rapport à la suite, qui a du coup un risque, une certaine probabilité de réussite et une certaine probabilité d'échec, et on joue seulement avec des probabilités de réussite et d'échec. Et c'est extrêmement dur parce que non seulement on se base sur des données concrètes du monde extérieur, mais il y a aussi et surtout tout notre processus décisionnel intérieur, toutes les émotions qui rentrent en jeu pour prendre une décision. Moi, je le vois depuis 1 an et demi où j'entreprends. La prise de décision, c'est le truc le plus difficile qui soit, parce que quand à l'instant T, j'ai envie de faire quelque chose, parce qu'une décision, c'est suivre une envie, c'est suivre une intuition de faire la bonne chose, la chose qui va répondre aux besoins qu'on a, quand on entreprend, on peut prendre une décision qui répond à son besoin émotionnel, mais il ne faut pas perdre de vue qu'il faut aussi prendre une décision qui répond aux besoins de son entreprise. Et les besoins de son entreprise et les besoins de soi-même, même si notre entreprise c'est une micro-entreprise ou une activité de freelance ou d'indépendant, c'est quand même des besoins différents. Nous, on a un besoin de validation, un besoin de sécurité, un besoin de sécurité, un besoin de liberté, un besoin de moins avoir peur, de pouvoir se projeter dans le futur. Sauf que l'entreprise, elle s'en fiche de ça. L'entreprise, ce qu'elle a besoin, c'est un flux monétaire régulier et prévisible. C'est tout. Une entreprise est heureuse quand elle gagne de l'argent. Un être humain est heureux quand il répond à ses besoins. L'argent peut être un moyen de répondre à des besoins. Par exemple, le fait de gagner de l'argent. Pourquoi on aime bien gagner de l'argent? Parce que c'est juste que ça permet d'avoir une prévisibilité sur le fait de manger, sur le fait de pouvoir boire, sur le fait de pouvoir être abrité, sur le fait d'avoir une certaine sécurité en cas de coup dur, mais c'est vraiment des besoins fondamentaux pour lesquels l'argent est un moyen. Mais quand on confond ces besoins avec les besoins de son entreprise, par exemple quand on croit que notre besoin fondamental c'est gagner de l'argent, on fait fausse route. Tout comme quand on croit que le besoin fondamental de l'entreprise, c'est de mitiger notre peur. L'entreprise n'en a rien à faire de notre peur. L'entreprise, elle veut prospérer et croître. Et pour décider correctement, eh bien, il faut se connaître soi-même. Et se connaître soi-même, c'est aussi changer profondément. Parce que quand on apprend à se connaître soi-même, on apprend à se voir et à envisager nos processus cognitifs d'une manière différente. Et donc nécessairement, on va avoir des nouvelles connexions neuronales qui se forment. Et donc nécessairement, ça va être un processus de changement. Et comme tout processus de changement, il va y avoir des nouvelles connexions neuronales qui se forment, mais aussi et surtout, il va falloir tuer d'autres types de connexions neuronales qui n'ont plus lieu d'être. Littéralement.
il y a des connexions qui vont prendre le relais sur d'autres. Et le cerveau, je pense que la matière étant dans une démarche d'autoconservation, c'est un processus qu'on essaye d'éviter autant que possible, parce qu'il est douloureux. Et c'est pour ça que d'ailleurs, plus on s'y prend tard dans ce processus de changement, plus c'est douloureux. Ou plus on a d'ego, plus c'est douloureux aussi, parce qu'on est dans une forme de rigidité en termes de schémas, et de schémas neuronaux en fait, et que de changer ces schémas, c'est difficile. Mais l'inverse, d'être aussi dans une démarche de changement de schéma constant, c'est aussi un problème. Donc l'enjeu, c'est aussi de trouver le bon curseur. Mais en tout cas, pour se connaître soi-même, et pour trouver ce bon curseur entre le changement à tout prix et la rigidité mentale, c'est de se confronter au réel, de se confronter au monde extérieur et d'accepter le réel qui nous entoure. Parce que se connaître soi-même, c'est bien, mais on ne se connaît soi-même qu'en confrontation avec le monde réel, le monde matériel qui nous entoure. Face aux autres, face aux objets physiques, face à la réalité d'un système économique ou politique, il faut s'y confronter et il faut l'accepter pour que nous-mêmes on puisse s'y adapter. Et dans ce processus d'adaptation, qui est un petit peu cyclique, qui est un petit peu rétroactif, qui est sous forme de feedback, et ben c'est là qu'on apprend à se connaître soi-même, parce qu'on observe les réactions qu'on peut avoir dans ce processus d'adaptation. Par exemple, la résistance au changement, ou le fait de justement saisir le moindre changement possible parce que ça nous stimule en termes de nouveauté. Il y a beaucoup de choses à apprendre de notre confrontation au réel. Et le premier pas, c'est d'accepter qu'il y a une réalité qui dépasse ce qu'on a envie qu'elle soit dans notre esprit. Et ce qui est important, c'est d'accepter les feedbacks que le réel nous fait, parce que parfois ils ne correspondent pas à nos schémas mentaux. Et ça s'observe vraiment d'un point de vue biologique. Il y a Piaget qui décrivait 2 processus. Piaget, c'était un psychologue. Il faisait de l'épistémologie génétique, donc vous savez absolument pas ce que c'est, mais en gros, il étudiait comment l'esprit se formait, de zéro jusqu'à un être humain, du mollusque jusqu'à l'être humain. Et il voyait que dans ce processus, en fait, il y en avait 2, l'assimilation et l'accommodation. L'assimilation, c'est d'avoir un schéma mental dans sa tête et de faire en sorte que ce qui se passe dans le réel extérieur colle et soit adéquat avec le schéma qu'on a dans notre tête, assimilation. Et l'accommodation, c'est au contraire le fait d'observer un schéma qui se passe dans le réel et de modifier notre schéma mental pour nous conformer à la réalité qui nous entoure. Exemple, un enfant, alors je ne saurais pas dire les mois précis, mais un enfant qui a quelques mois, il prend un jouet, il le lâche, il observe que ça tombe. Ok, il trouve ça stylé, il accommode, et ensuite il assimile ce schéma qu'à chaque fois qu'un truc est lâché, il tombe. Principe de gravité. Mais imaginons qu'il soit dans son bain, il va lâcher un objet, il va le mettre au fond de l'eau, l'objet va remonter, un petit canard gonflable qui va remonter. Là, il faut qu'il accommode son schéma, c'est que un objet ne va pas nécessairement toucher le fond quoi qu'il arrive. Parfois, il y a autre chose, un autre contexte qui peut faire que cette règle-là n'est pas forcément vraie. Et ensuite, il va jouer, justement, pour assimiler ces différents schémas-là. C'est un jeu qu'on fait avec la réalité, c'est une danse qu'on fait avec la réalité, depuis qu'on est tout petit, mais même depuis évolutionnairement, qu'on est des mollusques, voire des organismes unicellulaires. Donc voilà pourquoi l'entrepreneuriat pour moi est important, parce que ça nous permet d'avoir une démarche qui nous confronte au réel. Moi, l'entrepreneuriat, ça m'a vraiment permis de me confronter au réel plutôt que de rester dans un monde imaginaire idéal. Et je trouve que c'est quelque chose de très sain, parce que du coup, on peut essayer d'adapter cet idéal qu'on a en tête à une réalité qu'on comprend de mieux en mieux, et donc on peut avoir de plus en plus d'impact dans ce contexte. Parce que si on se conforme 100% au réel, on va juste être dans un conformisme qui n'est pas forcément innovant. Et si on est purement dans l'innovation et dans l'idée, on ne va pas pouvoir le mettre en place dans la réalité parce que on ne comprend pas et on refuse de comprendre comment fonctionne le réel. Donc voilà, pourquoi l'entrepreneuriat est important. Et ça permet d'enchaîner avec un 4e point,
qui est la précondition de l'entrepreneuriat. Pour moi, l'entrepreneuriat, ça a une précondition qui est vraiment essentielle et qui est difficile à avoir, c'est l'optimisme quant au futur. L'optimisme quant au futur, l'espoir d'un monde meilleur, le fait de se dire « je suis convaincu que après ça va être mieux », c'est impossible d'entreprendre sans ça. Sinon, comment vous voulez que je justifie à mon cerveau le fait de me dire « jeudi, tu vas enregistrer ton podcast et tu vas te forcer à raconter des trucs devant les gens ». Comment vous voulez que je justifie cet effort et cette souffrance si je me dis pas que le fait de faire ça va permettre, rentre dans un faisceau d'actions que je fais qui vont permettre de créer un monde meilleur, peu importe ce qu'on entend par un monde meilleur. C'est impossible. Si on n'est pas profondément convaincu que ça va être mieux après, c'est impossible d'entreprendre quelque chose. Impossible de se lever le matin, impossible de trouver la motivation, d'affronter les challenges du jour, d'affronter la procrastination, et surtout d'affronter nos propres pulsions autodestructrices. Nos pulsions qui nous font du mal, la sédentarité, mal manger, fumer des cigarettes, boire, scroller pendant des heures. C'est des sources de plaisir assez immédiates. La seule manière d'en sortir, c'est un optimisme sans borne par rapport à la suite et une vision qui nous attire pour la suite. Ce qui est d'ailleurs un vrai challenge dans le cadre du TDAH, à cause de cette cécité temporelle qui, pour beaucoup de personnes, fait que le futur est juste un immense nuage blanc. On n'a aucune idée de ce qui se passe et on est vraiment coincé dans le présent. Et ça, il y a pas mal de solutions pour le régler, que ce soit en termes de thérapie, que ce soit en termes de coaching, que ce soit en termes de médicamentation, qui aide aussi sur ce point-là, en complément du travail qui se fait à côté. Mais en tout cas, l'optimisme est crucial. Et l'optimisme quant au futur, il compte pas seulement pour le futur du monde ou le futur de l'humanité, mais aussi pour notre propre futur. De se dire que chaque jour, j'essaye de devenir meilleur, j'essaye de devenir une meilleure version de moi-même. J'essaye d'être meilleur que la veille, même sur un tout petit truc. Je suis dans une démarche de changement, donc je sais que qui je suis aujourd'hui est susceptible d'évoluer dans une direction qui peut être pire ou une direction qui peut idéalement être mieux que ce qu'elle est aujourd'hui. Ça, c'est une source de motivation ultra profonde et ultra importante quand on a un tempérament d'entrepreneur. Et être meilleur que la veille, ça peut passer par des toutes petites choses. Ça peut être ramasser un papier qui traîne, ça peut être ranger une assiette qui traîne dans son évier, ça peut être ranger son bureau après avoir travaillé. Il y a une phrase qui est terriblement simple, mais terriblement facile à oublier. C'est que pour avoir une bonne vie, il faut passer de bonnes années. Pour passer une bonne année, il faut passer un bon mois. Pour passer un bon mois, il faut passer une bonne semaine. Pour passer une bonne semaine, il faut passer une bonne journée. Et tout se joue à la journée. Quelles sont les petites victoires que vous avez eues? Quels sont les petits pas que vous avez faits pour vous rendre vous-même meilleur et, par extension, le monde meilleur à votre échelle? Alors oui, on ne va pas changer tout ce qui ne va pas dans le monde. On ne va pas pouvoir se mettre sur tous les fronts. On ne va pas pouvoir mener tous les combats de front. Mais on a la chance qu'il y ait plein de problèmes. Et donc du coup, ça fait plein de possibilités, de choses à résoudre sur lesquelles on peut allouer productivement notre énergie. Et ça, c'est super en fait, que ce soit possible. Si tout était parfait, si tout était carré, si tout était fluide, ce serait un monde horrible. Ça serait un monde horrible. Il faut l'imaginer. Un monde de confort permanent, de plénitude mentale permanente, pour moi, c'est pas quelque chose de désirable. Alors c'est bien évidemment discutable, il y a notamment plein de différentes doctrines spirituelles qui visent à la paix de l'âme. En tout cas, moi je suis convaincu que d'avoir un moteur pour avancer, aujourd'hui, dans notre société en 2024, c'est essentiel. Et que sans ça, on s'en sort pas. C'est mon avis, discutable. Si vous voulez en discuter avec moi, vous m'envoyez un message sur LinkedIn ou un mail, mais en tout cas, moi c'est vraiment ce que je crois. Voilà pour ce point.
Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter? Il y a 2 points qui sont intéressants et je pense qu'on va pouvoir finir là-dessus avant que je... Ouais, avant que je vous fasse un petit topo sur les performances de l'entreprise depuis mai. C'est déjà un tout petit point, moi, que je trouve intéressant, c'est la différence entre l'intelligence et la sagesse. L'intelligence, c'est apprendre de ses erreurs, et la sagesse, c'est apprendre des erreurs des autres. Et en fait, on a tendance à se dire que l'un est mieux que l'autre, que l'intelligence prime sur la sagesse, par exemple, ou que la sagesse prime sur l'intelligence. On pourrait se dire que c'est mieux d'apprendre des erreurs des autres plutôt que de faire des erreurs soi-même. Moi, je suis partisan, pareil, d'un juste milieu. C'est-à-dire de trouver un compromis entre penser par soi-même et utiliser la pensée des autres pour apprendre et progresser sans forcément réinventer la roue. Moi, j'ai besoin de faire des erreurs pour l'apprendre. J'imagine que c'est une question d'ego, j'ai l'impression d'avoir mieux compris les choses que les autres. Donc même si les gens me disent qu'ils ont fait une erreur, eh ben, je vais quand même vouloir le faire pour m'assurer que c'est vrai, et en tirer mes propres conclusions. Donc, mais c'est important de pas uniquement faire ça, parce qu'on peut se retrouver dans une démarche où on réinvente la roue au lieu de faire preuve d'humilité et d'accepter que les autres ont quelque chose à nous enseigner et qui peuvent nous faire gagner du temps. Et c'est d'ailleurs un fondement de mes accompagnements, c'est que moi je fais essentiellement gagner du temps en fait. Au lieu de tester des choses et de te tromper, ben, je vais te faire avancer plus vite, je vais te faire éviter un chemin principal qui ne va pas forcément mener de là où tu veux aller, puis tu vas prendre un chemin où tu vas te prendre les mêmes murs que tout le monde, qui passe par ce chemin, mais tu vas en tirer des conclusions plus vite, tu vas te relever plus vite, et tu vas avancer plus vite. Et ça, je trouve que c'est un effet d'urgence qui est assez important quand on tourne en rond et quand on se sent bloqué. C'est que des fois, c'est juste le moment de demander de l'aide pour aller plus vite, pas forcément avoir l'insight qui va changer notre vie ou changer profondément notre perception de quelque chose, mais juste pouvoir accélérer dans son développement, accélérer dans sa croissance personnelle. Parce que comme pour une entreprise, pour un individu, la croissance est aussi la clé. Et la croissance, c'est un peu devenu un gros mot aujourd'hui, mais pourtant tout le monde recherche la croissance, même quand on a un potager au fin fond de la Creuse, on veut que son plant de tomates soit en croissance. Quand notre plant de tomates ne pousse plus, ou que les tomates ne poussent plus, c'est un problème. La croissance, c'est un phénomène crucial pour toute chose vivante, tout organisme vivant. Et une entreprise est aussi un organisme. Et dernière chose, le divertissement. Euh, C'était Pascal qui disait, qui définissait le divertissement comme la conséquence du fait que un homme a fait face à un seul drame dans sa vie, c'est celui de ne pas pouvoir rester en paix dans une pièce. Alors je pense que pour les TDAH, c'est multiplié par 100. Mais en tout cas, le divertissement peut être un problème. Le divertissement, étymologiquement, ça veut dire détourner de sa cible. Donc le divertissement, c'est ce qui nous détourne de sa cible. Et quand on est sensible au divertissement, quand on est dans une phase où on est sensible au divertissement, donc sensible par exemple aux réseaux sociaux, sensible au scrolling, sensible à du défocus via des choses qui ne sont pas essentielles pour avancer, c'est que dans la plupart des cas, on n'a pas de cible. Donc quand on n'a pas de cible, tout nous semble intéressant. Tout nous semble stimulant. Donc c'est facile c'est facile pour le divertissement de nous détourner de notre cible quand on n'a pas de cible. Quand on n'a pas de cible, ben, la moindre opportunité qui surgit nous fait remettre en question les choses et on va pouvoir cogiter, hésiter. Et en fait, le divertissement, c'est pas seulement scroller, ça peut aussi être des opportunités ou des gens qui nous présentent des idées et nous demandent de les aider sur des points. Le courage, c'est celui de dire non. Et le courage, c'est aussi avoir une cible en fait. Parce qu'avoir une cible, ça nécessite du courage parce que ça nécessite de s'engager dans une voie au détriment d'autres voies qui sont potentiellement tout aussi intéressantes. Ça, c'est vraiment un point clé de tout coaching, c'est d'arriver à se fixer un objectif et à réussir à se dire pour atteindre cet objectif, je dois faire ça, mais je dois arrêter de faire ça, même si je trouve ça intéressant, que je peux le faire. Il faut apprendre à dire non. C'est très très important. Et le divertissement, ça reste important,
Il faut qu'il y ait du divertissement dans sa vie. Moi, je consomme des réseaux sociaux, je me divertis aussi. Mais ça ne doit pas être un objectif non plus. Quand on est dans une démarche où, par exemple, on attend d'avoir fini de travailler pour se divertir, eh ben, il faut avoir une petite sonnette d'alarme qui s'enclenche. Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui cloche dans la manière qu'on a d'équilibrer son travail au sens large du terme. Et moi, pour moi, l'entrepreneuriat, une fois de plus, pour revenir sur ce sujet, il y a une notion d'aventure, d'aller vers de l'inconnu, d'aller vers de la découverte, découvrir le monde, découvrir soi-même sur le chemin, mais aussi une dimension d'amusement. Ça doit aussi être une forme de divertissement en soi d'entreprendre. Quelque chose qui nous amuse, quelque chose qui nous stimule, quelque chose qui nous procure du plaisir. Ça, c'est vraiment aussi important à avoir en tête. Avant de finir et de vous laisser avec une autre citation, on va faire un petit point du coup sur les performances de l'entreprise. Je ne sais plus quel était le chiffre de juillet. Donc, de juillet, pardon. Moi, je m'étais arrêté en mai, je vous avais pas donné les chiffres de mai, je m'étais arrêté en avril. Donc, je vais ressortir les chiffres. Là, je vais cliquer dessus tout de suite. Alors, vous allez rester avec moi le temps que je fasse ça. Vous allez prendre une petite gorgée d'eau en attendant. Alors, avril. Avril, on était à 8225 € de chiffre d'affaires généré. En mai, est-ce qu'on est resté dans cette dynamique-là? Oui, on était à 8078,14 € générés. En juin, il y a eu une baisse. On était à 4115 €. Cette baisse s'expliquant par le fait que j'avais pris une semaine de pause pour monter à Paris par rapport au projet de complément alimentaire et le fait que j'avais fait une pause de contenu. Donc il y a quand même une corrélation assez directe entre la création de contenu et les revenus que je génère. En juillet, à date, sachant qu'on a ça et que j'ai sûrement du coup, on rajoute ça plus ça, on est à peu près à 7500 € pour juillet. Et je suis content parce qu'on est dans mon objectif, qui est pour l'instant d'essayer de stabiliser entre 7 et 8 000 € par mois, dans la quête, à partir de la fin d'année, des 10 000 € par mois. Donc on avance pas à pas, qui va piano va sano, ou l'inverse, je sais plus, qui va lentement mais sûrement. Ça prend forme, surtout que j'ai du récurrent qui arrive en août et septembre avec des paiements étalés. Donc pour l'instant ça se passe bien, pas aussi bien que ce que j'aimerais, on n'est pas dans de la croissance du coup, donc pour moi c'est quand même un problème, mais on est au moins stable et on peut vivre de l'activité et investir dans des choses pour la développer, ce qui est déjà extrêmement sympathique. Donc on a pas mal de choses sympas qui s'annoncent pour la suite. Par rapport au format solo, je vais sûrement le complémenter d'un format différent là, pour la suite de l'été, mais pour l'instant je vous laisse en surprise, vous en saurez plus dans les prochains épisodes. Je suis très heureux d'avoir passé ce moment avec vous et j'espère que ça a été partagé. Je suis encore désolé pour cette absence de 2 mois, je sais que beaucoup d'entre vous attendaient la suite. Mais me revoilà, vous savez tout, j'espère vous avoir donné des pistes pour nourrir vos réflexions. Et je vais vous laisser avec une citation de James Clear, un expert en productivité qui a écrit le livre Atomic Habits. Tu ne t'élèves pas au niveau de tes objectifs, mais tu retombes au niveau de tes systèmes. Bonne journée, bonne soirée, bisous à tous et à la prochaine!